Atelier de ventilation. En fait, on va décliner ensemble un cas clinique qui va nous permettre de voir tous les différents aspects de la prise en charge respiratoire d'un nouveau-né prématuré, de la naissance jusqu'à une évolution qui, en l'occurrence, sera favorable. Donc, Madame Z, enceinte de 30 semaines, est admise en maternité pour des douleurs abdominales et des métrorragies. À l'examen clinique, donc, il y a un utérus de bois, donc c'est un HRP jusqu'à preuve du contraire, et il n'y aura pas de preuve du contraire. Césarienne en urgence sous AG. À la naissance, donc on est à 30 semaines, le bébé fait 1,6 kg. Il est peu réactif, il a une fréquence cardiaque d'emblée à 120 par minute, quelques mouvements respiratoires et une SpO2 à 68%. Que faites-vous ? Voilà, vous avez toutes les possibilités. Vous avez plusieurs choix possibles, bien entendu. Bon, ben j'avance alors, si vous ne faites rien. Alors, il faut le stimuler. À quoi sert la stimulation ? La stimulation, elle doit être... c'est une gentle stimulation. Le principe de la stimulation, c'est de stimuler des mécanorécepteurs qui vont participer au déclenchement de la ventilation. Est-ce que ce bébé a besoin d'avoir un déclenchement de sa ventilation ? Non, puisqu'il respire déjà. Donc certes, ça fait partie des éléments fondamentaux quand on a un bébé qui n'a pas le mouvement respiratoire. On en reparlera si vous voulez, mais chez ce bébé-là, c'est pas forcément indispensable. Donc voilà. Vous l'aspirez doucement dans le pharynx parce que bien entendu, l'étape suivante, elle est marquée là, ça va être de le mettre en CPAP, c'est un bébé à 30 semaines. Donc ça fait partie effectivement des choses qu'il faut faire d'emblée chez ces bébés-là. Et si on veut que la pression soit transmise, il faut effectivement que dans les voies aériennes supérieures, il n'y ait pas trop de sécrétion qui conduira à une perte de charge importante et donc à une efficacité relative de la CPAP. Toujours pour l'homéostasie thermique, on couvre d'un film en polyéthylène, et puis pour les mêmes raisons, l'immoble. Pas besoin de faire plus dans un premier temps. On est d'accord avec ça ? Donc la CPAP, bon, vous connaissez, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, donc c'est les recommandations qui datent de 2015 suite à toutes les études qui ont été faites qui comparaient la prise en charge habituelle INSURE versus CPAP et qui ont montré donc que ça permettait de diminuer le risque de dysplasie bronchopulmonaire. Donc, ça fait partie effectivement des recommandations chez les bébés prématurés. Je dis ça parce que on pourra en parler si vous voulez. Il y a eu des extrapolations chez les nouveau-nés à terme qui ont conduit quand même à une augmentation du risque de pneumothorax, on le sait maintenant, donc cette recommandation vaut chez les bébés prématurés. Le haut débit, non. Vous savez que pendant longtemps, au début de l'introduction du haut débit, on a pensé que ça pouvait être intéressant comme un analogue de CPAP, parce que les canules sont mieux tolérées, parce que c'était mieux toléré par les familles, mieux toléré par les bébés. Donc il y a eu pas mal de travaux initialement en Grande-Bretagne, puisque ce sont des techniques qui ont été développées en Grande-Bretagne, qui tendaient à la comparer à la CPAP. En fait, vous savez maintenant que le haut débit, quand on fait du haut débit, il y a débit dedans, et on ne cherche pas de l'effet pression, mais d'effet débit, dont le principe sera plus d'économiser le travail respiratoire que de créer de la pression pour stabiliser les volumes pulmonaires. Bon, pas de haut débit en salle de naissance. Donc, CPAP, quel réglage allez-vous proposer en termes de FiO2, en termes de pression ? D'emblée. Là, on est d'emblée. Il vient de naître, il a un bon cœur, il a quelques mouvements respiratoires, une saturation à 68%. Donc, vous allez le mettre en CPAP. Alors, sur la FiO2, donc, vous savez qu'il y
y avait des recommandations en fonction de l'âge gestationnel qui étaient des recommandations d'experts. L'ILCOR a simplifié en 2025 en disant chez les bébés de moins de 32 semaines, on commence avec une FiO2 supérieure ou égale à 30%. Après, il y a toujours des débats, les choses évoluent, et il y a des données relativement récentes qui semblent montrer, en particulier chez les bébés apnéiques hypoxiques, que le fait d'augmenter la FiO2 de façon plus importante pourrait être intéressant chez ces bébés-là. Bon, là, c'est pas le cas, puisque ce bébé respire. La pression. La pression plus 6, hein, c'est dans les recommandations de l'European Respiratory Council. Là encore, il y a aussi des données qui semblent montrer que, en augmentant la pression, on améliorerait, en salle de naissance, on améliorerait la clairance liquidienne intra-alvéolaire, mais cliniquement, les seules choses qu'on sait sur le fait d'augmenter les pressions de façon importante, c'est l'étude de Colin Morley, hein, qui fait partie de ces études qui avaient montré la supériorité de la CPAP, sur lesquelles ils utilisaient 8 de pression d'emblée chez les bébés en salle de naissance. Et dans l'étude de Morley, alors il y a peut-être d'autres éléments qui sont intervenus, mais en tout cas, les chiffres bruts sont là. 9% de pneumothorax dans le groupe avec 8 de pression versus 3% dans le groupe prise en charge conventionnelle. Donc je crois qu'aujourd'hui, il convient effectivement d'emblée de garder une pression autour de 6 et peut-être éviter d'augmenter plus. Donc, on va avancer. Donc vous stabilisez votre bébé avec 6 de pression, une FiO2 à 23%, vous le transférez dans l'unité. À l'arrivée dans l'unité, vous l'installez, donc il est en pression à plus 6, 23% de FiO2, il a une polypnée à 68 par minute, des signes de lutte et une saturation à 83%. Que faites-vous immédiatement? Vous avez le droit à une occurrence. L'objectif, c'est d'être dans les saturations cibles. Donc là encore, bon, vous savez, hein, vous connaissez les études du projet Neoprom qui comparaient saturation basse versus saturation haute. Moins de mortalité dans le groupe saturation haute, plus de rétinopathie. Des débats sur les problématiques techniques dans les études Boost, les études britanniques sur les appareils. Bon, après, il faut faire des choix. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut choisir des limites de saturation plus basses, 88-92, ou plus hautes, 90-95. Bon, nous, on continue donc à cibler les 90-95, et donc après, voilà, après c'est des choix de service. Mais là, il y a une occurrence, je vous ai dit nous, ce qu'on faisait, puisque c'est un cas clinique véritable, ce qu'on faisait dans le service, donc saturation cible plus de 90%, on augmente la FiO2. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire donc sur le projet Neoprom. Donc, votre bébé est en pression plus 6, 33% de saturation, la fréquence respiratoire est à 70 par minute, donc elle est stable, voire l'augmenter un petit peu, le score de Silverman est à 5, la saturation est dans la cible, mais l'enfant est labile. Et à l'auscultation, votre murmure vésiculaire est atténué de façon bilatérale. Là, on est à 45 minutes de vie. Que faites-vous? Vous avez plusieurs occurrences possibles. Surfactant. Surfactant. Alors la technique de surfactant, vous savez qu'il y a la technique moins invasive, qu'il faut privilégier à partir du moment où vous avez l'habitude et à partir du moment où vous avez un protocole de sédation analgésie validé et qui soit à la fois efficace et pas dangereux pour le bébé, bien entendu. Ou alors, si vous n'avez pas ces stratégies-là, donc
vous pouvez utiliser la stratégie Ensure, qui est toujours compliquée à faire, parce que la stratégie Ensure, vous savez, c'est on l'intube, on fait le surfactant, on l'extube, ce que personne ne fait, parce qu'à partir du moment où on l'intube, on va le ventiler derrière, quoi qu'il arrive, d'où l'intérêt, effectivement, des techniques moins invasives. La BiPAP, certainement pas, parce que rien ne prouve qu'elle soit supérieure à la CPAP, et le risque de ces stratégies d'incrémentation des techniques non invasives en phase aiguë chez un bébé qui a à l'évidence un syndrome de détresse respiratoire ou une maladie membrane et qui a besoin de surfactants ne va conduire qu'à une chose, c'est qu'à retarder l'installation de surfactants. De même que l'augmentation de la pression, vous pouvez le faire de façon très temporaire, à condition effectivement que ça ne retarde pas l'installation de surfactants. En effet, on sait depuis longtemps, cette méta-analyse est très claire, surfactant avant H2 versus après H2, moins de dysplasie bronchopulmonaire à J28 dans le groupe surfactant précoce. Donc, il est fortement recommandé, quand on fait du surfactant, d'associer de la pression. Donc, en CPAP, probablement c'est ce qu'il y a de mieux à partir du moment où vous maîtrisez la technique LISA, et du surfactant. Si vous retardez l'installation de surfactant, vous allez aggraver l'hétérogénéité en mettant de la pression, puisque la pression va aller distribuer dans les zones les plus compliantes, qui ne sont pas forcément celles qui ont besoin d'avoir de la pression, puisqu'elles ont déjà des volumes suffisants, et pas se distribuer dans les zones les moins compliantes. Et donc l'hétérogénéité va s'aggraver, et puis vous allez avoir de l'œdème interstitiel puis alvéolaire, qui va contribuer à limiter l'efficacité du surfactant qu'à l'installation tardive. Donc ça, c'est juste pour vous montrer donc les données d'une méta-analyse sur l'étude LISA qui montre que clairement, en comparant aux stratégies habituelles LISA versus Ensure, on a une tendance à avoir moins de décès ou dysplasie bronchopulmonaire dans le groupe LISA. Bon, nous on l'a intubé, on lui a fait du surfactant, et puis au décours de surfactant, on voulait faire de l'Ensure, mais comme souvent, on n'a pas réussi à l'extuber. Donc, à partir du moment où effectivement on n'arrive pas à extuber, il faut le ventiler. Donc, le respirateur évidemment était préparé, puisque vous savez quand vous intubez un bébé, il faut que le respirateur soit préparé. Et donc, voici donc les courbes qui vont s'afficher, les courbes par défaut, avec la pression en haut, les débits au milieu et les volumes en bas. Quel est le problème ? Vous voyez que vous n'avez pas de courbe de pression. Calibré. Si l'appareil n'était pas calibré, est-ce qu'on aurait des courbes de débit et des courbes de volume? Non. Voilà. C'est la ligne de mesure pneumatique des pressions au cob qui n'est pas branchée. Voilà. Ce sont des choses qui peuvent paraître des broutilles. Votre respirateur, il marche. À partir du moment où le cob de branchement est bouchonné, il va marcher. Par contre, vous n'aurez pas de mesure de pression, ce qui est un peu embêtant. Donc voilà. Donc pensez-y toujours, mais c'est des choses qui, dans la vie de tous les jours, arrivent. Quand vous demandez à un jeune interne qui commence de monter le circuit de respirateur, même si vous lui avez montré, au début, il ne maîtrise pas forcément les choses. Donc voilà. Donc effectivement, vous avez des débits, des volumes, donc ça ne peut pas être un problème ni de calibration du capteur, ni de fuite sur le circuit, c'est forcément effectivement un problème de mesure. Non. Bon alors ça c'est, j'ai mis un SLE 5000 parce que les courbes sont plus visibles que sur le Fabian ou sur le SLE 6000, mais voilà. Parce qu'il n'était pas extubable. Après, on reverra les critères d'extubation à la fin, si tu veux bien. Tu devances les choses. Alors, vous l'avez connecté avec donc les réglages qui sont affichés là. Votre bébé se soulève pas, ou très peu.
La saturation reste basse malgré une FiO2, donc là elle est à 80%, mais vous l'avez baissé à 70%. Il ne déclenche pas. Alors pourquoi il ne déclenche pas? Vous voyez qu'il n'y a aucun mouvement respiratoire du bébé en dehors des cycles envoyés par le respirateur. Donc si c'était un problème de trigger, il y aurait, vous savez qu'on a des appareils à débit continu, donc le patient respire, prélève des volumes, et c'est effectivement en fonction de l'importance du volume ou du débit, sur les triggers en débit prélevé, que le respirateur va déclencher. Là, il n'y a rien qui déclenche. Donc et pourquoi il ne déclenche pas? Il ne déclenche pas parce que vous l'avez sédaté pour l'intubation. Donc il est encore shooté, et il n'y a rien d'étonnant. Première question, quand vous avez intubé, ventilé un bébé qui ne se soulève pas et qui reste désaturé, pas bien, est-ce qu'il est bien intubé? Est-ce qu'il est bien intubé? Oui, non? Pourquoi oui? Parce que... oui, mais il dort. Non, parce que vous avez des débits. Voilà. À partir du moment où vous avez des débits inspiratoires et expiratoires, si vous avez un débit expiratoire, c'est qu'il y a du débit qui sort des poumons, donc il est intubé. C'est pas la peine d'aller l'emmerder avec... Pardon, passez-moi le terme. D'aller l'embêter à vérifier l'intubation. Donc, première question qu'il faut systématiquement se poser quand vous avez intubé un bébé, est-ce qu'il est bien intubé? Deuxième question, est-ce qu'il est suffisamment ventilé? C'est-à-dire, il est bien intubé. Bon, évidemment, on se pose toujours la question du pneumothorax bilatéral, mais bon, là, ça passe des deux côtés, donc il n'y a pas de sujet, de barotrauma ou de bouchon avec le surfactant, mais s'il y avait un bouchon, on n'aurait pas ces courbes. Donc il est bien intubé, le débit passe, il n'y a pas de bouchon. Donc deuxième question, est-il suffisamment ventilé? Donc, vous avez un volume courant là qui est à moins de 7 ml. Votre bébé fait 1,6 kg. Quel est le volume courant cible chez les prémas? Oui, 4 à 6, 4 à 7, 5 à 7, enfin, personne ne sait vraiment quel est le volume courant cible. En tout cas, chez un bébé qui est peu compliant, très probablement, le volume courant initial sera un peu inférieur. Mais là, ce qui est probable quand même, c'est que son volume courant est insuffisant. Par ailleurs, vous avez une fréquence qui est basse, et comme il ne déclenche pas encore, puisque il est encore sédaté, votre volume minute est insuffisant. Donc, très probablement, effectivement, la réponse, c'est que le réglage de votre respirateur n'est pas adapté à la situation. Donc, là, on est toujours... Alors, là, on détaille des choses, bien entendu, vous savez comment ça se passe dans ces situations-là, on fait toujours tout en même temps, donc là, on va détailler un peu des choses. Dans l'intervalle, donc il commence à éliminer donc les drogues que vous voulez passer pour l'intuber, et donc il commence à se réveiller. Et vous voyez donc ce que tu disais Khalid tout à l'heure, là on voit qu'il se réveille parce qu'il va prélever des petits volumes, donc des petits débits en l'occurrence, qui sont des courbes de débit et c'est un trigger en débit, sur le respirateur. Quel est le problème là? Ici vous avez donc votre seuil de trigger réglé, qui est à 0 cl par minute, et vous voyez donc comme il est encore shooté et qu'il est petit de toute façon, donc il va prélever des débits qui sont inférieurs au seuil. Il a besoin, parce que votre bébé il reste quand même sous-ventilé, donc très probablement avec une SpO2 qui reste trop basse et probablement une PCO2 qui va commencer à monter. Donc
Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, il faut baisser la sensibilité, enfin augmenter la sensibilité du trigger, ce qui veut dire baisser le seuil, de façon à ce que quand il demande, il puisse être assisté avec un seuil de trigger suffisamment bas pour qu'il puisse l'assister. Donc ce que vous faites, vous voyez qu'à partir du moment où vous allez donc régler correctement votre trigger, et bien alors vous allez avoir des cycles qui vont être assistés, qui sont, à la différence des cycles contrôlés, marqués par donc une courbe de couleur différente. Là, qui en l'occurrence est orange sur le SAMI. Vous avez réglé votre trigger. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que vous savez que sur nos respirateurs à 40 000 ou 50 000 euros, la pièce la plus importante, c'est le capteur de débit et de volume qui est situé en sortie de sonde, qui ne coûte pas grand-chose, mais qui va permettre effectivement de faire de la ventilation adaptée au bébé et pas d'imposer une ventilation qu'on contrôle. Et donc ce système-là donc, va permettre effectivement d'assister le bébé, d'où le terme ventilation assistée. Deuxième chose, il va falloir que vous ajustiez votre temps inspiratoire. Pourquoi ? Est-ce que votre temps inspiratoire, là, vous semble correctement réglé? Il est? Pourquoi il est un peu court? Voilà, il ne revient pas à 0. Quelles sont les deux raisons pour que une courbe de débit inspiratoire ne revienne pas à 0, en sachant que les courbes ne sont pas forcément les mêmes? La première raison, c'est les fuites. Mais vous avez une courbe qui est très différente de celle-là. De toute façon, là, il n'y a pas de fuite, donc vous pouvez me régler. Donc, le fait que votre temps inspiratoire ne revient pas à 0, ça veut dire que votre temps inspiratoire n'est pas correctement réglé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'allonger de façon à ce qu'effectivement votre courbe de débit inspiratoire revienne à 0 avant l'expiration suivante. Et ne serait-ce que ça, vous voyez que vous allez gagner en volume courant, sans avoir touché aux pressions. Parce que bien entendu, vous savez qu'on essaye au maximum de ne pas faire de ventilation invasive chez les bébés prématurés pour limiter le risque de dysplasie bronchopulmonaire, mais que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et à ce moment-là, effectivement, il faut vraiment optimiser les choses, à la fois au niveau du réglage des volumes, et surtout au niveau du réglage des pressions. Donc, limiter au maximum le barreau trop bas et le volume trop bas. Mais il faut s'adapter donc à la physiologie de chaque bébé. Et concernant effectivement les temps, on va en parler tout de suite, c'est essentiel parce que vous pouvez tout à fait avoir une adaptation correcte de votre temps qui va vous permettre d'augmenter le volume sans augmenter les pressions. Et surtout, d'adapter finalement les temps inspiratoires aux caractéristiques du bébé. On en revient à cette fameuse constante de temps, qui est le produit de la résistance et de la compliance, en sachant que dans les pathologies néonatales, en dehors de certaines pathologies malformatives, ce qui va créer l'essentiel de la résistance à l'écoulement, c'est la sonde d'intubation. Et donc c'est finalement la compliance qui va dicter les temps propres nécessaires au bébé. Et donc à partir de là, il vous suffit de regarder les courbes par défaut et les courbes de débit pour pouvoir l'adapter au mieux et de générer le meilleur volume courant possible. Donc je passe rapidement là-dessus. Bon, juste pour vous rappeler, donc, qu'en ventilation mécanique invasive, les déterminants de l'élimination de CO2, donc c'est la ventilation minute, et la ventilation minute, c'est le produit de la fréquence et du volume courant. Donc, vous avez réglé votre trigger, vous avez réglé votre temps inspiratoire, ce qui permet d'augmenter votre volume courant, mais votre bébé, s'améliore, mais pas de façon suffisante.
sur quoi vous pouvez jouer là en ayant ces courbes, alors c'est assez caricatural, hein, pour pouvoir effectivement améliorer les choses. Le volume minute, c'est la fréquence fois le volume courant. Et c'est ça qui va être le déterminant, donc l'élimination de CO2. Donc, ce que vous voyez ici, donc, votre temps inspiratoire est correctement réglé, donc vous avez gardé les mêmes pressions parce que l'objectif, c'est quand même de limiter au maximum les pressions, mais vous voyez à la fin de l'expiration, avant l'inspiration suivante, vous avez tout un temps, bon alors, très probablement que le malade aurait déclenché, mais pour la démonstration, on ne l'a pas fait déclencher, vous avez tout ce temps-là qui ne sert à rien, il ne se passe rien. Ce qui veut dire que vous avez de la marge sur la durée de cycle. Vous pouvez raccourcir la durée de cycle en augmentant le nombre de cycles, la fréquence, pour pouvoir augmenter la ventilation minute. D'accord? Donc ce qu'on fait, on va augmenter donc la fréquence à 57 coups par minute, et premier réflexe que vous devez avoir quand vous augmentez votre fréquence, alors ça c'est la fréquence de backup hein, en VACI, c'est-à-dire qu'en gros la fréquence minimale que le malade va recevoir, contrôlée et assistée. Mais là, vous voyez que vous êtes à des fréquences qui commencent à être relativement élevées. À quoi vous devez penser tout le temps quand vous êtes dans cette situation-là? Voilà, à partir du moment où vous avez des fréquences élevées, là on est à 57 coups par minute, donc on a une durée de cycle, inspiration plus expiration, qui sera d'environ combien de temps? Un peu plus d'une seconde, hein. Bon, on ira à 60 coups par minute, on aura une seconde de cycle inspiratoire plus expiratoire, et on a un temps inspiratoire qui est à 0,43. Donc ce qui fait que le temps expiratoire, si mettons qu'on soit à 60 coups par minute avec une durée de cycle de 1 seconde, on a un temps expiratoire à 0,57. Donc on a un rapport I sur E qui reste inférieur à 1. Et puis de toute façon, on voit bien que expiration, on a un retour à 0 donc, du débit expiratoire avant l'inspiration suivante. Donc on respecte effectivement ce rapport I sur E qui doit toujours rester inférieur à 1. Et on voit bien sur les courbes que l'expiration sera complète avant l'inspiration suivante, ce qui permet effectivement d'éviter le risque d'hyperinflation dynamique. Bon, vous avez fait ça, et puis on est encore avec un bébé, là je vous dis, on a étalé effectivement la prise en charge pour la démonstration. Et bien, au bout de l'histoire, si votre bébé reste encore avec une ventilation insuffisante, la dernière chose à faire, ça va être d'augmenter la pression. D'accord? De façon à avoir une ventilation adéquate. Que vous évaluez par la situation clinique de l'enfant, par l'hématose, invasive et non invasive, et par surtout aussi la dynamique d'évolution de la pathologie. Votre bébé donc va franchement se réveiller et puis donc il va se mettre à déclencher de façon importante. Qu'est-ce que vous voyez donc là sur cette courbe? Vous voyez que tous les cycles sont déclenchés. Vous savez que le principe de la ventilation assistée contrôlée intermittente, c'est de faire de la ventilation assistée, mais intermittente. Intermittente pourquoi? Parce que tous les cycles qui vont être demandés par le bébé ne seront pas assistés. Ça a été introduit... Attends, je pense qu'on en parlera après. Voilà. Je continue. Donc, quand on fait, je vous ai mis les stratégies de ventilation les plus simples et qu'on utilise le plus. Hein, on ne va pas rentrer dans d'autres détails parce que je pense que ce qui est important,
quand on utilise des stratégies non physiologiques chez les bébés fragiles, c'est d'utiliser celles qu'on maîtrise le mieux. Et c'est pas la peine d'essayer de maîtriser 50 stratégies de ventilation. Il faut que l'ensemble de l'équipe maîtrise une ou deux stratégies de ventilation de façon à effectivement être le plus efficient possible. Une stratégie de ventilation, même pour laquelle certains papiers de la littérature montrent une supériorité par rapport à d'autres, mais qui n'est pas maîtrisée par l'équipe, sera plus dangereuse pour les bébés que vous prendrez en charge que celle que vous maîtrisez, même si, théoriquement, parce que certains papiers l'ont montré, elle semble supérieure. Donc gardez toujours ça en tête, hein, parce que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas se permettre. Je vous rappelle, on fait du non physiologique chez des bébés extrêmement fragiles, et du non physiologique non maîtrisé chez des bébés extrêmement fragiles, ce sera plus dangereux qu'efficient. Même si, théoriquement, la technique pourrait l'être. Donc, ventilation assistée contrôlée, c'est la ventilation assistée. Tous les cycles sont assistés, donc le bébé va envoyer un signal trigger au respirateur qui va l'assister sur une ventilation cyclée sur le temps. Cyclée sur le temps, ça veut dire que quelle que soit la situation, le temps inspiratoire, c'est vous qui l'avez réglé, et le cycle qui va être envoyé va envoyer un temps inspiratoire constant. Le problème théorique de la ventilation assistée contrôlée, c'est quoi? On en a parlé avant. Vous avez un temps inspiratoire qui est constant. Vous savez qu'on travaille avec des bébés qui peuvent être très polypnéiques. Donc, si vous réglez votre temps inspiratoire à un temps T chez un bébé qui n'est pas extrêmement polypnéique, mettons qui est à 60 coups par minute, vous allez régler votre temps inspiratoire à 0,35. Donc, il va déclencher 60 fois par minute. Temps inspiratoire à 0,35, vous aurez un temps expiratoire à 0,65, un bon rapport I sur E. Et puis, votre bébé va commencer à devenir très polypnéique, il va monter à 100-110 par minute. Quel est le risque? S'il se met à respirer à 100 coups par minute, donc la durée du cycle inspiratoire plus expiratoire va être à 0,6. Donc si vous avez votre temps inspiratoire qui est toujours à 0,35, vous aurez un temps expiratoire à 0,25. Vous allez monter un rapport I sur E qui est supérieur à 1, avec un risque d'hyperinflation dynamique, avec toutes les complications sur l'hémodynamique droite, gauche, cérébrale et pulmonaire qui sont adhérentes. Donc ça, c'est pour ça qu'on a introduit la ventilation assistée contrôlée intermittente. En ventilation assistée contrôlée intermittente, on va introduire ce qu'on appelle une phase réfractaire. C'est-à-dire que, en gros, on va dire au respirateur, vous allez toujours régler une fréquence de ventilation de backup, 45, 50 par minute. Et donc, en gros, ça veut dire que vous dites au respirateur, je veux que, on va dire 60 par minute, comme ça, pour la démonstration la plus facile. Vous allez donc régler 60 par minute de backup, ce qu'il ne faut pas faire, parce que, pour la démonstration, on va faire comme ça. Si vous faites un réglage 60 coups par minute, ça veut dire que vous avez une durée de cycle inspiratoire per expiratoire de combien? 1 seconde. Et donc, en gros, quand vous faites ça, vous dites à votre respirateur, je veux que chaque seconde, mon bébé reçoive un cycle assisté ou contrôlé une seule fois. Il doit recevoir un cycle et un seul. Donc, ce qui se passe, 1 seconde, mon bébé va déclencher, donc, vous voyez, et donc il va recevoir un cycle. Fin de la seconde, il va faire un deuxième déclenchement, donc la seconde est passée, il va refaire un effort, il va être assisté. Si mon temps inspiratoire est à 0,35, il va être assisté. Un dixième de seconde après, il va réessayer de prélever un cycle. La seconde avant le début du cycle précédent n'est pas passée, et donc on est en période réfractaire. Donc le respirateur dire moi je ne vais pas t'envoyer de cycle, parce que si j'envoie un cycle, je risque de créer chez toi donc un problème d'hyperinflation dynamique. Ton expiration n'est pas suffisamment longue. Donc votre bébé va le prélever du débit et du volume, puisqu'il y a un débit continu qui passe, mais il ne sera pas assisté. Fin de la seconde, et puis dans la seconde suivante, il ne se passe rien.
Donc là, que va faire votre respirateur? Vous avez réglé donc votre backup à 1 cycle par seconde, donc il ne s'est rien passé, et donc le respirateur va envoyer un cycle contrôlé. Donc l'intérêt de la ventilation assistée contrôlée intermittente par rapport à la VAC, c'est effectivement d'éviter le risque d'hyperinflation dynamique chez un bébé qui devient très polypnéique. Par contre, le problème, c'est que tous les cycles assistés demandés ne vont pas être assistés. Donc ici, on revient à notre bébé. Donc vous voyez que tous les cycles, on a une fréquence de backup qui est pratiquement à 60 par minute. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la durée de cycle est longue, c'est-à-dire plus votre fréquence est courte, plus la période réfractaire va être longue. Plus la durée de cycle est courte, c'est-à-dire plus la fréquence est élevée, plus la période réfractaire va être courte. Ce qui fait que si vous réglez une fréquence de backup élevée, de 2 choses. Ou c'est le respirateur qui va prendre la main, parce que votre bébé ne déclenche pas, probablement parce qu'il est suffisamment ventilé, voire trop ventilé, hypocapnique. Ou alors c'est votre bébé qui va prendre la main, et à ce moment-là, c'est lui qui va déclencher systématiquement. Et à ce moment-là, ça veut dire aussi que votre ventilation n'est pas forcément adaptée à ce qu'est votre bébé. Donc juste, sachez-le, on ne règle pas par hasard la fréquence de backup. Il faut un réglage qui soit, on va dire, adapté. Je ne vais pas vous donner de règles parce qu'il n'y a pas de recette de cuisine. Il faut que ce soit ni trop court, fréquence trop courte, ni une fréquence trop élevée. Là, à l'évidence, c'est pas adapté. Donc la solution, là, quelle va être la solution? Est-ce qu'on peut l'accélérer pour effectivement que le respirateur prenne la main, mais ce qui n'est pas très cohérent, parce que si vous l'accélérez, vous allez passer en ventilation contrôlée. C'est pas trop le sens de ce qu'on cherche aujourd'hui en ventilation. Je veux dire, on ne veut pas asservir le bébé au respirateur, mais que ce soit le respirateur qui assiste le bébé. Et en même temps, vous voyez qu'on a un temps inspiratoire qui est relativement long, une fréquence qui est rapide, et vous voyez qu'on a quand même une expiration donc, qui revient à 0, mais c'est juste avant l'inspiration suivante. Donc on est probablement sur un risque, sur une situation de réglage qui n'est pas adaptée. Faut m'arrêter si c'est clair pour l'instant? Donc la solution probablement là, c'est de ralentir la fréquence de backup. Et donc vous ralentissez la fréquence de backup, et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc vous voyez que vous avez ralenti votre fréquence de backup à 40, donc ça fait une durée de cycle d'1,5 par seconde, mais vous voyez donc que le bébé va chercher à prélever des cycles avec un réglage du trigger qui est adapté, puisque vous voyez que le seuil de débit que va envoyer le bébé pour prélever le cycle est supérieur au trigger, donc votre trigger est bien réglé, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que vous êtes en VACI, que vous avez ralenti la fréquence, et donc vous avez une période réfractaire qui s'est allongée. Donc là, ce n'est pas forcément satisfaisant non plus, parce que votre bébé a besoin de plus, et il n'arrive pas à prélever plus pour cette raison-là. Donc là, je vous le répète, c'est le problème de du réglage de ce backup, qui n'est pas forcément toujours évident, mais sur lequel il faut bien analyser la situation pour pouvoir le régler au mieux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Voilà, donc il y a 2 solutions. La première serait de dire, bon, je vais l'assister complètement, je vais le repasser en VAC, mais il est très polypnéique, et si on le repasse en VAC, donc on retombe sur l'écueil qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le temps inspiratoire est fixé constant, relativement long, et vous voyez qu'il est très polypnéique, et que
il va prélever donc un certain nombre de cycles, et que, comme il respire vite, votre expiration ne revient pas à zéro avant l'aspiration suivante. Et donc là, clairement, on est dans une stratégie où on va créer de l'hyperinflation dynamique. Donc je passe rapidement. Et donc l'autre alternative, effectivement, c'est d'introduire sur les cycles qui ne sont pas assistés en VSCI parce qu'ils se produisent un peu de réfractaire, de l'aide inspiratoire. C'est bon pour l'instant? Alors, je reviens à ça. Donc, VAC, ventilation cyclée sur le temps inspiratoire constant. Chaque fois que le bébé va chercher un cycle, il va le trouver. L'inconvénient, on l'a vu, c'est chez des bébés qui deviennent très polypnéiques, d'avoir un risque d'hyperinflation dynamique. VACI introduite en introduisant un peu de réfractaire qui permet effectivement à tous les cycles de ne pas être assistés et de limiter ce risque. Par contre, effectivement, c'est pas optimal puisque le bébé va chercher certains cycles qu'il ne trouvera pas. Toujours, ce sont toujours des cycles donc, qui sont cyclés sur le temps. Et puis donc l'aide inspiratoire. Donc l'intérêt de l'aide inspiratoire, on va en parler tout de suite. C'est que tous les cycles vont être assistés, mais c'est une ventilation cyclée sur le débit. Ça veut dire quoi? Si vous avez votre courbe de débit, quand vous avez une courbe de débit, donc inspiratoire, expiratoire, vous savez que quand la compliance varie, il y a deux choses qui vont varier sur les courbes de volume et les courbes de débit. La première chose qui va varier quand votre compliance va augmenter, c'est votre volume courant. On est d'accord? Mais la deuxième chose qui va augmenter aussi, c'est le débit. Quand votre compliance va augmenter, vous aurez plus de débit et plus de volume. Quand votre compliance va diminuer, vous aurez moins de débit et moins de volume. Et donc l'idée de l'aide inspiratoire, c'est de cycler pas sur une valeur absolue qui est le temps que vous avez réglé sur votre respirateur, mais sur une valeur relative. Cette valeur relative, ça va être le débit maximum. Et ce qui est intéressant, c'est que cette valeur relative, elle va varier en fonction de la compliance, puisque quand votre compliance va augmenter, votre débit maximum va augmenter. Quand votre compliance va diminuer, votre débit maximum va diminuer. Et donc, si vous dites que j'arrête mon cycle inspiratoire quand je suis à 30 ou 40% du débit maximum, ça veut dire que vous allez avoir un temps inspiratoire qui, à chaque cycle, va dépendre du débit maximum et pas d'une valeur absolue mais d'une valeur relative, et donc de la compliance à chaque cycle. Donc l'intérêt effectivement de la technique, c'est d'être la plus proche possible de la physiologie, parce que vous savez que la compliance instantanée, elle varie à chaque cycle, elle n'est pas constante. Voilà. Et donc ça permet effectivement d'avoir des temps qui vont varier à chaque cycle et qui vont s'adapter à la compliance. Donc l'intérêt de l'aide inspiratoire, il est là. La limite, ce sont quand vous avez des fuites. Vous savez qu'on fait de la ventilation chez des bébés avec des sondes d'intubation sans ballonnet, donc on a des fuites à la fois à l'inspiration et puis aussi à l'expiration. Et quand vous avez des fuites, eh bien vous avez des courbes donc, qui ont des aspects très différents, et surtout, vous risquez effectivement, si vous avez mal réglé votre seuil en fait, d'arrêt d'inspiration, d'avoir une stratégie qui soit inefficiente. Je m'explique. Si vous réglez votre fin de cycle à 40%, ça veut dire que quand vous êtes à 40% du débit maximum, l'inspiration va se terminer. Si vous avez 50% de fuite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ce qui va se passer, c'est que votre respirateur ne verra jamais passer les 40% du débit maximum, puisque tout sera passé à côté, enfin, 50% sera passé à côté de la sonde d'intubation. Et donc à ce moment-là, c'est le respirateur qui va reprendre la main
sur la ventilation de backup qui est toujours réglée, hein, comme dans toutes les techniques de ventilation assistée. Et cette ventilation de backup, elle est cyclée sur le temps. Deuxième chose que vous voyez ici, c'est votre courbe de débit, que l'intégration de l'air sur la courbe, elle va vous donner finalement le volume courant délivré. Et vous voyez que vous avez intérêt à être le plus proche de zéro pour avoir le meilleur volume courant, avec le temps inspiratoire, donc le plus adapté possible à la compliance. Ce qui veut dire que quand vous avez beaucoup de fuites, si vous avez 40% de fuite, vous allez devoir régler votre fin de cycle à 50% du débit maximum ici, et vous aurez un volume courant très faible avec un temps inspiratoire court. La limite, effectivement, de l'air inspiratoire, c'est les fuites. Quand vous êtes à plus de 20-30% de fuite, vous êtes obligé de régler une terminaison de cycle au-dessus de 30%, ce qui fait que vous allez générer des volumes trop peu importants. Donc, technique très intéressante, à condition effectivement qu'il n'y ait pas trop de fuite. Et donc, quand c'est le cas, effectivement, on va revenir à la courbe. Ce que vous avez fait là, donc vous voyez, vous avez, le bébé va être assisté à chaque cycle avec des cycles cyclés sur le débit, des temps inspiratoires que vous voyez varier sur la mesure du temps qui sont en général plus courts. Et donc vous voyez que ces temps inspiratoires sont courts et vous avez une expiration qui va se terminer avant le cycle suivant. Et puis de temps en temps, vous avez un cycle cyclé sur le temps, parce que voilà, ça fait partie effectivement des stratégies de réglage. Donc cette technique est intéressante, VACI plus AI, à condition effectivement qu'il n'y ait pas trop de fuite. Donc, on poursuit. Donc à J2, donc l'enfant s'améliore. Vous envisagez l'extubation. Sur quels critères allez-vous l'extuber? Vous avez le droit à une réponse. En fait, c'est pas dans la vraie vie, il n'y a pas une réponse, hein. Mais c'est volontaire un peu provocateur, hein, ce que j'ai mis. Effectivement, c'est un peu tout, mais c'est avant tout l'expérience du clinicien. Parce que c'est pas sur une saturation, une pression et ce que vous voulez que vous allez décider d'extuber votre bébé. C'est sur l'expérience que vous avez de cette pathologie, de ce type de bébé, de la façon dont vous sentez les choses et de la façon dont ça va évoluer. Donc certes, tout ça repose sur un ensemble d'éléments, mais c'est sur ce qu'est le bébé. Et pour pouvoir au mieux évaluer ce qu'est le bébé, il faut avoir l'expérience. Il y a des recommandations qui sont essentielles pour cadrer les choses, mais c'est des recommandations qui sont faites en population. Je rappelle toujours ça à mes internes, mais quand vous êtes face à un bébé, il est unique avec ses spécificités. Et c'est aussi la façon dont vous avez travaillé et appris depuis des années de ces spécificités que vous allez décider. Mais bien entendu, ça va reposer sur un tas d'éléments. Donc vous l'extubez, quel relais donc au décours de l'extubation? On est d'accord. 6 papes. Donc, juste pour revenir sur le vieux papier de l'équipe d'Alan Job, dans lequel il avait, chez des agneaux extraits prématurément de brebis contrôle ayant reçu de la corticothérapie, des agneaux qui reçoivent du surfactant et des brebis ayant reçu de la corticothérapie et recevant du surfactant, il avait mis 0 de pression en bleu clair, 4 de pression en rouge et 8 de pression en bleu foncé. Et il avait mesuré la ADO2, qui est la différence alvéolo-artérielle en oxygène, qui plus elle est élevée, plus elle traduit une hypoxémie. Vous voyez que cet effet pression est systématique et que quand vous donnez des surfactants, que vous mettez pas de pression derrière, c'est comme si vous jetiez 2000 € à la poubelle. Donc, surfactant, ça marche à condition, effectivement, de mettre de la pression derrière. Et donc, quand vous extubez des bébés en particulier, ceux qui ont reçu du surfactant,
et en particulier en extubation précoce, il faut systématiquement mettre de la pression derrière. Sinon, vous allez perdre l'efficacité du bénéfice et votre poumon va se dérecruter. Comment? Oui, oui. On peut partir sur plus 6. Quelle technique allez-vous utiliser? Vous savez qu'il y a 3 techniques de CPAP qu'on peut utiliser. Là. La jet, oui, probablement même, parce que effectivement, pour un tas de raisons sur lesquelles on va revenir, en particulier le fait qu'elle ne crée pas de résistance expiratoire est sûrement effectivement la plus intéressante chez les bébés les plus immatures, d'autant plus que c'est la jet CPAP, mais aussi CPAP à débit variable, parce qu'elle permet donc en faisant variable débit de maintenir la pression la plus constante possible, ce qui est un élément quand même essentiel pour l'efficacité des CPAP. En fait, utilisez la technique que vous avez, dont vous avez plus l'habitude. Même message que d'habitude, parce que voilà, je sais que tout le monde n'a pas forcément de jet. La bubble CPAP est quelque chose qui est aussi assez populaire et qui présente certains intérêts sur lesquels on va revenir, qui est beaucoup moins cher que des appareils de jet et qui peut donc présenter des intérêts supplémentaires. Donc rapidement, l'intérêt de la bubble, ici, vous avez donc des mesures de pression en bubble CPAP avec une augmentation du débit et des pressions réglées et les pressions générées. Première chose que vous voyez, c'est que votre pression théorique, vous savez, c'est la profondeur d'immersion de la bronche expiratoire dans l'eau. C'est à partir de là que vous allez dire, voilà, j'ai immergé de 6 cm ma bronche expiratoire, donc je pense générer 6 cm de pression. Quand vous mesurez les pressions au COB, c'est souvent plus. Et l'autre élément, c'est que quand vous augmentez les débits, les pressions augmentent. Donc ça, sachez-le, si vous faites de la bubble CPAP, il faut absolument que vous ayez un système de mesure des pressions au COB pour savoir quelle pression vous générez. La deuxième chose qui est intéressante, c'est ces micro-oscillations qui sont générées par le bouillonnement effectivement du gaz dans le réceptacle d'eau qui est ici. Et il est montré depuis un certain temps, depuis longtemps d'ailleurs, ça a été montré chez l'animal, mais il y a aussi des données cliniques chez le bébé, qui montrent que ça pourrait améliorer le recrutement alvéolaire. Donc la bubble CPAP est doublement intéressante, elle est beaucoup moins chère. On peut d'ailleurs l'utiliser, en fabriquer de façon artisanale, à condition de respecter un certain nombre de règles, et à condition effectivement de respecter les règles, en particulier sur les diamètres des tuyaux, si vous la fabriquez de façon artisanale, et la compliance des tuyaux, et de mesurer les pressions au COB, c'est une technique qui peut effectivement apporter des éléments intéressants, en tout cas, dans la prise en charge du bébé. Donc la jet, le principe, c'est que c'est l'effet jet qui va créer la pression au niveau du COB, je ne rentre pas dans les détails, et votre expiration est libre. Et contrairement aux deux autres techniques qui sont la bubble et la CPAP à débit continu, la CPAP à débit continu, c'est celle que vous allez utiliser, c'est votre respirateur à cycle fermé en faisant monter la pression sur la branche expiratoire, en créant de la résistance. Sur la bubble et la CPAP à débit continu, donc c'est l'augmentation de résistance au bout du cycle expiratoire qui va faire monter la pression. Mais si vous créez de la résistance expiratoire, forcément, vous allez augmenter le travail expiratoire des bébés. Donc l'intérêt de la jet, c'est l'effet jet par transformation de l'énergie cinétique en pression au niveau du COB, qui va créer la pression, et donc vous voyez que la résistance expiratoire, c'est un travail qui a été fait sur le plan expérimental par une équipe allemande, la résistance est 3 à 4 fois moins importante qu'en bubble et en CPAP, et qu'en CPAP à débit continu. Et c'est aussi pour ça donc que c'est une technique qu'on aime bien utiliser chez les bébés les plus immatures, parce qu'on estime que ça va diminuer leur travail expiratoire. Voilà, moi j'ai terminé juste à l'heure. Est-ce que vous avez des questions ?